Je me suis dit, bon, je vais mettre quand même une chemise. J'ai même repassé avant de venir, même si c'est pas parfait. Parce que je savais qu'avec Veneta, de toute façon, à chaque fois, t'es. Faut faire attention. C'est pour ça que je fais attention aussi. Parce qu'on est surveillé. Et qu'il n'y a pas de secret. De toute façon, au talent ou pas, il faut bosser. Il faut bosser, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Au bout d'un moment, tu plafonnes sur ce sujet-là. Évidemment. Je pense que c'est une qualité, justement, de l'investisseur, de voir le verre à moitié plein, évidemment. T'es obligé quasiment d'être positif. De toute façon, si tu veux être investisseur ou entrepreneur, parce que sinon, tu t'en sors pas, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. C'est dur tous les jours. Moi, j'ai pas d'histoire, c'est facile. Franchement, j'ai pas une histoire où ça a été simple. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, ça va ? Top. Ça va, et toi ? Moi, ça va. Merci d'être venu, c'est cool. Merci à toi. On parlait avant qu'on vienne au début du podcast, puisque tu m'as demandé plusieurs fois, et t'as vu, je te l'ai pas vraiment dit, comme ça permet d'avoir une intro qui va se faire juste après. Est-ce que on te parlait de ton club privé ? Oui. Tu peux parce que du coup ça m'intéresse, donc si on peut juste continuer la conversation et la terminer sur ce sujet-là. Vous êtes 10 fondateurs et ça consiste en quoi du coup ce club rapidement ? Oui, on est 10 membres fondateurs, donc on est tous dans l'immobilier plus ou moins. Il y a donc moi architecte, il y a notaire, avocat, foncière, broker, ICPI, enfin voilà, il y a vraiment tous les secteurs dans l'immobilier. Et l'objectif vraiment c'est de pouvoir constituer un réseau ferme et fort, qui est là pour les qualités humaines déjà, en premier lieu, et pouvoir être là un pour l'autre. Bien sûr qu'il y a aussi le business et il y a aussi l'immobilier, mais vraiment l'idée c'est de constituer un entourage fort qui on peut compter toujours dessus, poser des questions et avancer ensemble. Dans l'idéal, moi, j'ai en tête vraiment un cercle qui, quand on se présente devant une mairie ou devant n'importe quelle administration, c'est que vu qu'on est derrière, en fait on sait que c'est réglo, tout est bien fait, calé, et chaque permis de construire, si on parle d'immobilier, est géré, on sait qu'il y a pas de faute derrière. Donc obtention à 100%. Ah ok, je vois l'idée. Et en plus de ça te permet, ce qu'on disait par exemple par rapport au terrain, j'imagine vous avez des contacts des promoteurs, ça vous permet d'aller plus vite sur certains enjeux, etc. pour obtenir... Ok. Notre club s'appelle Off, donc c'est un peu off-market. Et alors, petite question, parce que du coup, je sais qu'il y a pas mal de... Ça va être plutôt des marchands de biens, quelques promoteurs, mais c'est à la marge. Il y a des marchands de biens qui écoutent. Est-ce qu'ils peuvent rentrer comme ça ? Ils peuvent t'envoyer un message ou tu sélectionnes, tu as des critères ? Comment ça fonctionne ? On a une fiche d'adhésion avec quelques questions. Et donc, encore une fois, en cible humain, il faut se faire les commander déjà par quelqu'un qui est dedans pour pouvoir accéder. Et on étudie chaque personne. Tout le monde est bienvenu, bien sûr, peu importe son métier. C'est que des gens de Paris-Île-de-France ? Non, partout en France. Okay. Mais c'est juste que vraiment on étudie l'humain. L'idée, c'est que tout le monde matche bien ensemble et que ça crée une bonne ambiance. Donc, Et est-ce que du coup ils n'auront pas forcément de reco parce qu'ils nous écoutent maintenant ? Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un message sur Insta ou bien non, sûr. Oui, non, si c'est possible. Là, c'est le début, donc on est toujours. Toujours ouvert. Oui. Ok, ça marche. Bon, on est avec Samir et Veneta. Et donc le titre du podcast c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Alors là, ça va être Père et Mère Castor, mais on a déjà eu Veneta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie maintenant il y a pas loin d'un an, je pense. Ouais. Où Veneta nous partage toute sa vie. Et là, pour le coup, ça a duré quasiment 2h, 2h30. Et donc, on a eu un échange plus qu'intéressant. Aujourd'hui, on va être un peu sur la partie business. On en discutait, on va parler aussi de financement, on va parler d'immobilier, d'investissement. Mais avant de revenir à votre premier souvenir d'entrepreneur, puisque l'idée, elle est très simple, c'est de remonter de votre premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. C'est vous qui décidez. Toi, la dernière fois, tu nous avais parlé d'un souvenir. Si tu en as un autre, ça peut être l'occasion de changer. Et toi, nous parler de ton premier souvenir. Ça peut être vendre des cerises quand tu as 7 ans. Ça peut être... Il y a plein de sujets possibles. Et ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de votre vie. Et mieux, je vais poser des questions au fur et à mesure. Et on terminera avec 2 questions on devait déjà te les poser, je pense, à l'époque. Passion inavouable et on avait posé ces questions-là. Oui, ok. Donc on terminera par ça. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous êtes tous les deux ensemble et peut-être que les personnes qui nous écoutent se demandent un petit peu pourquoi vous êtes ensemble, présenter un tout petit peu rapidement qui vous êtes respectivement aujourd'hui, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là tous les deux. Je t'en prie.
D'accord, je commence. T'es sur ta lancée. Oui, donc je continue. Donc moi, c'est Veneta, je suis architecte. Je suis à mon compte depuis toujours. Hein, on a déjà parlé, donc c'est vrai qu'il y a déjà une vidéo qui est sortie là-dessus. Mais voilà, je suis entrepreneur depuis toute petite, depuis vraiment que je suis adolescente. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs business liés toujours à l'immobilier, dont un, nous avons en commun. Et c'est la formation en immobilier, un investissement immobilier. Donc voilà, autrement, je suis architecte, j'ai des sociétés d'architecture, je suis enseignante aussi et je T'es gère. prof? Oui, Ah, oui. depuis plus d'un an? Oui. Ah, tu nous l'avais dit. Oui, Ah, je me souviens plus de ça. oui, T'es là prof où, en je école fais une d'archi? petite pause. Un archi d'intérieur, oui. Ah, ok, je sais pas. Oui, Et oui. c'est quoi? C'est Komodo, la grosse école à Paris? Commando, non, oui, Commando. oui, ça c'est la plus grosse école de Ok. design. Moi, je fais une petite école, mais voilà, mon objectif c'est aussi de transmettre et ça me plaît Ah, je savais pas beaucoup. que t'étais prof. Voilà, Ok. c'est pour ça que sur mes réseaux, je fais beaucoup ça, hein, transmettre. Pour moi, Oui, c'est une oui, c'est passion sûr. et c'est pour ça que je le fais. Et mon objectif, c'est un jour de créer mon école. Ah ouais? Mm. Ok. Voilà, un gros Bon. objectif. Il faut. Et alors, si tu peux du coup te présenter par rapport à vos activités Bien et sûr. revenir un petit peu plus sur la partie aussi formation, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose à chaque fois, il y en a plein sur le marché qui proposent plein de choses. Alors, ça doit être la première fois que je rencontre quelqu'un où il y a l'aspect architecte dedans. Je sais pas dans quelle mesure vous allez l'intégrer ou pas, mais du coup, j'imagine Bien sûr. qu'évidemment, ça fera partie de tout ça. Absolument. Mais qu'est-ce qui vous distingue et puis qui tu es, évidemment. Bah, justement, alors je vais évidemment me présenter, mais c'est là, typiquement, on est exactement là dans la présentation de Veneta, donc il dit qu'il est architecte, et moi, du coup, voilà, qui est absolument pas corrélé à son métier, même si évidemment nos clients, on a des clients en commun, puisque moi, je suis dans les finances. Donc moi, j'ai toujours été dans les finances. Et en fait, alors, juste pour dire un mot d'abord sur la formation, et puis on y reviendra peut-être Ouais. tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous, on est parti d'un constat, et encore une fois, on n'a rien du tout contre les autres formateurs, parce que même moi, d'ailleurs, je travaille avec d'autres formateurs, Oui, donc tu expliquais tout à l'heure sur la que partie financement. Ouais. Mais en fait, nous, c'est pas notre métier de base. Puisque nous, on vient, chacun, donc il y a Veneta est ici, donc qui est architecte, moi dans les finances, et on a même un troisième associé, qui est Joris, qui est lui pur investisseur. Ok. Et en fait, on a... Quel type d'investissement? IMO classique, il fait de l'habitation, il fait du pro? Il a fait de tout. De tout. Ok. Donc principalement du locatif, il a fait du marchand de biens, du commercial. Ok. Donc voilà, lui en tout cas a toute la partie stratégie, on va dire en tout cas, de l'investisseur. On a Veneta évidemment qui s'occupe de la valorisation des biens et elle en parle très régulièrement. Donc voilà pour la partie architecture. Et donc moi pour le financement. Et donc nous on se connaissait d'amis en commun. On est parti aussi, puis après voilà, il y a des liens qui se tissent. Hein. Là, c'est le naturel aussi qui fait les choses. Vous avez un goût pour la mode déjà. J'ai vu que tu avais des chaussures, c'est pas les miennes en tout cas. Ouais, non, bah alors pour le coup, c'est pas en tout cas ce qui nous a liés d'abord, en tout cas pour le travail. Parce qu'on va mettre, il y a une photo qu'on va partager peut-être sur les réseaux. Oui, et pour le coup, ils sont très très bien habillés. Je me suis dit, bon, je vais mettre quand même une chemise. J'ai même repassé avant de venir, même si c'est pas parfait. Parce que je savais qu'avec Veneta, de toute façon, à chaque fois, t'es. Faut faire attention. C'est pour ça que je fais attention aussi, parce qu'on est surveillé. Non, mais t'as des chaussures particulières, non? Enfin, moi, j'y connais rien, mais il y avait des pointes dessus, non? Ouais, il y a des clous au bout. Moi, j'y connais rien en mode, mais en tout cas, j'en ai jamais porté des comme ça. Donc, bon, écoute, c'est bien, t'as remarqué, je le prends bien du coup. C'est Veneta qui t'a conseillé? Pour le coup, non. Je elle peux pas être son partout. avis à la fin de la vidéo, peut-être. Ça va, c'est une faute de goût, ça. Non, mais pourquoi? Non, je demande si c'est des bonnes chaussures. Ah bah oui, moi j'apprécie, sinon on serait pas... Je plaisante. Merci, elle aurait pas tourné sinon. Elle serait pas venue. Et en fait, voilà, juste pour résumer, du coup, on est chacun venu avec nos compétences de base qu'on met au service justement d'une formation. Okay. Donc moi, rapidement pour me présenter, du coup, moi j'ai toujours travaillé dans les finances. À la base, moi je suis conseiller en gestion de patrimoine. Ok. T'as fait une formation CGP? J'ai fait de l'économie, pour reprendre, et puisqu'on est là pour aussi parler de soi, moi là-bas je voulais être contrôleur aérien. D'accord, donc, ok. J'ai un cursus scientifique à la base. Ok.
Donc j'ai vu que la partie mathématique était OK. Ouais. Par contre, toute la partie sociale, Ouais. pour ceux qui connaissent un petit peu voilà, les licences, notamment dans les cursus scientifiques, Ouais. c'est vraiment pas l'éclate. L'aspect social, il est vraiment, voilà, a pas été au rendez-vous. Ok. Et T'avais donc, fait j'ai ça où? Sur Caen, une Ok. licence de physique à Ok. la base. Ok. Et puis ensuite, donc, je suis parti sur de l'économie parce que c'est là où j'ai retrouvé T'as fait un IAE ou et- une licence éco, un master éco? Master Eco. Ok. Donc, la partie donc, mathématique toujours. Ouais. Et évidemment, une fibre beaucoup plus humaine Mm. et voilà, qu'on peut mettre au service donc, bah, voilà, de son quotidien. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là-dedans en tout cas au départ. Ok. Et alors, non pas par hasard, mais la gestion de patrimoine en fait regroupait quand même beaucoup de thèmes de l'économie. Ouais. Et je pense que même pour la culture, d'abord économique de Ouais, chacun, ouais. ça a été, et on en parlera peut-être tout à l'heure parce que moi j'en garde vraiment en tout cas une très très forte expérience. Ouais. Même en termes de business, on pourra en dire beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis je crois que d'ailleurs, tu connais un petit peu le, Ouais, et puis j'allais le dire, sujet. Ouais. j'allais dire, tu vois, ça me permet de rebondir quand je t'écoute parler, ça m'y fait penser. Je me dis finalement, alors peut-être pas un master en économie sur ces sujets-là et sur le conseil en gestion de patrimoine, mais quand je t'écoute parler, ça me vient à l'esprit, je me dis, tu vois, cette éducation financière, alors là vous le faites sur la formation, mais finalement au sens large, elle devrait presque passer par là. Ça devrait presque être quasiment obligatoire pour tout le monde d'avoir un module à un moment donné au lycée, parce que quasiment Sûr. tout le monde passe au lycée. Pas un truc hyper technique, mais pour comprendre ces enjeux-là, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, un peu aujourd'hui, ce marché qui se construit au fur et à mesure, qui est pas toujours staffé, mais c'est quand même un basique, tu vois, comme tu dis, tu l'as appris en partie à l'école, mais Ouais, c'est... non, mais on pourrait en parler des heures. Et pour le coup, alors je suis ni défenseur, ni pro-école, ni anti-école, pas du tout. Mais évidemment que pour moi, ma vie, en tout cas, a vraiment commencé dans le monde professionnel. Hmm. On peut apprendre tout ce qu'on veut, et je pense que c'est pareil pour toi. On peut apprendre tout ce qu'on veut en théorie à l'école. Ça remplacera jamais une semaine sur le terrain, une semaine devant un client ou chez lui. Parce que nous, en gestion de patrimoine, donc on allait même chez le client, Ouais, bien à sûr. son domicile. Donc tu arrives chez eux, c'est une découverte, c'est à Ouais. toi de faire tes preuves à 100%. T'apprends plus en une semaine, la vraie, hein, mais et peut-être que dans certaines écoles d'ailleurs ça se passe. Mais se passe déjà, très bien. c'est un détail, tu vois, mais ça, c'était un gros investisseur. Et je sais en plus qu'il écoute parfois le podcast, mais que j'avais rencontré une fois. Et ça, tu l'apprends pas à l'école. Enfin, on te l'apprend un petit peu, mais on te le dit pas de la même manière. J'étais arrivé, donc le mec avait des moyens importants financiers, etc. Et bon, c'est vrai que moi, sur l'apparence, je suis peut-être un peu moins exigeant que vous. Et du coup, je m'habille des fois un peu. J'étais arrivé avec des chaussettes trouées. Et il m'a dit, Amaury, quand tu vas à un rendez-vous, tu mets pas des chaussettes trouées. Et c'est vrai que c'est du détail, mais tu vois, ça marque et ça permet de... Et ça, c'est con, mais des fois, le savoir-être et tout, quand tu viens d'une bonne famille ou que tu as ces réflexions-là tout seul, bah, t'arrives à... Mais il y a des gens pour qui, comme moi, hein, il faut le dire. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est en se confrontant au monde que ça te permet aussi d'avancer sur ce sujet. Après, ça dépend aussi, bien sûr, de la corporation dans laquelle tu travailles. Évidemment que, généralement, et notamment dans les finances, et encore là, donc là, c'est chemise vraiment très soft, hein, parce qu'en gestion de patrimoine, en tout cas là où je travaillais, Ouais. c'était costume, Ouais. mais costume cravate. Ouais. Il n'y a pas de cravate, pas de réunion. Tu rentrais pas en réunion si tu n'avais pas de la cravate. Ok. Donc t'étais une boîte, t'étais pas CGP indépendant. Non, j'étais salarié. Ok. J'ai commencé salarié. Et donc, je vais revenir sur la partie gestion de patte parce que je pense que niveau business, il y a, en tout cas, moi, j'en tire énormément d'enseignements. Ouais. Donc, s'il faut en parler, avec grand plaisir. Et donc, voilà. Donc, moi, j'étais donc en gestion de patrimoine. Et donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, donc, je suis en financement. Donc, je suis courtier en prêt immobilier. Et en fait, je suis devenu courtier à la base pour financer mes clients en gestion de patrimoine. Ok. Parce que je La faisais... même problématique que celle que je t'évoquais rapidement tout à l'heure quand on était en train de discuter. Quand je te disais que finalement aujourd'hui nous on passe directement avec les banques parce que c'est vrai que c'est un métier où non mais je te oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas de moi au contraire on voulait bosser avec des courtiers mais c'est vrai que alors je me rends compte quand même que Paris c'est un autre monde par rapport au reste de la France. Il y a quand même une avancée, les gens sont beaucoup plus réactifs, ils veulent avancer etc. Par rapport au reste de la France, par rapport à ce que je connais, par rapport à Nantes, Vannes et Rennes, où j'ai pas mal bossé. Ici, il y a des gens qui sont quand même nettement plus motivés. Ouais. Alors, je vais juste te dire, alors, là où je te rejoins évidemment, et c'est parce que voilà, pour avoir été responsable d'agence et avoir recruté quand même pas mal de courtiers, les courtiers, et c'est pas du tout pour tirer dessus parce que chacun son truc, mais les courtiers sont à l'image des banques. On sait que les banques de réseau, donc tu as parlé des banques privées, on en reparlera parce que je pense que c'est super intéressant pour les investisseurs de connaître son écosystème au niveau des banques, bien sûr. Parce qu'il y a les banques de réseau, ensuite il y a les banques d'affaires, les banques privées, et au-delà il y a les family office, etc. Mais bon, c'est en tout cas super important de savoir ce qui existe.
Bon, on y reviendra peut-être. Et quand je dis que les courtiers sont à l'image des banques, c'est-à-dire qu'on sait que les banques de réseau, ce qu'elles veulent, c'est pas de l'investisseur en fait. Elles veulent avoir des clients et elles veulent collecter de l'argent. Elles veulent la petite résidence principale, la domiciliation de revenus, les salaires, l'épargne, etc. Voilà, relation facile. Tout ce qui est investisseur, on sait que celui qui investit en locatif, peut-être que dans 6 mois, il a un autre projet. À tout moment, il change de banque, il va voir ailleurs ce qui se passe, etc. Et donc, les courtiers, évidemment, sont à l'image et des banques et des volumes de transactions aussi. Parce qu'évidemment que la majorité des transactions en France, en immobilier, on le sait, c'est de la résidence principale. Donc nous, vu qu'on parle beaucoup quand même d'investissement, on a l'impression qu'il y a énormément d'investisseurs, mais comparé à tous ceux qui investissent en résidence principale, c'est rien du tout. Bien sûr. Et donc tout ça pour dire que, et pour avoir recruté des courtiers qui avaient 45, 50 ans, avec 20 ans d'expérience en banque, ils sont, évidemment pas tous, mais certains sont incapables de faire une capa d'emprunt avec des futurs loyers. Parce qu'ils calculent encore en différentiel, ou voilà, c'est vraiment pas des choses qui sont évidentes pour la plupart des courtiers. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers qui sont des anciens banquiers, qui veulent avoir plus d'indépendance, et du coup, finalement, ils ont été éduqués dans ces réseaux-là, et donc finalement, ils répliquent ce qu'ils ont toujours appris. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire, si je comprends bien. Ouais, et puis surtout pour gagner plus d'argent aussi. Ouais, parce que tu es mieux rémunéré en étant courtier qu'en étant banquier. Bon, en tout cas, tu es rémunéré à la hauteur non pas de tes compétences, mais voilà, du travail, que tu fournis et des résultats que tu arrives à produire. Surtout des résultats, bien sûr. Et tout ça pour revenir du coup sur le... Donc moi, j'étais CGP, on faisait beaucoup d'immobilier, de l'ancien et du neuf aussi, avec les textes défiscalisants, bref. T'arrivais à vendre ça ? Alors, on en vendait. Certains en vendent toujours. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup moins le vent en poupe parce que les textes de loi changent. Et évidemment que mon avis a changé là-dessus. Parce qu'à ce moment-là, t'avais moins connaissance de cet écosystème, investissement, etc. C'est pas que t'ignores, c'est que voilà, quand t'es dans une niche, tu peux croire que c'est la meilleure niche du monde parce que tu vois que ça. Et c'est pour ça que c'est toujours super intéressant, évidemment, d'écouter plusieurs courants de pensée, bien sûr, de s'ouvrir et puis surtout de comparer. Ouais, bien sûr. Et parce que donc moi j'avais des collègues en gestion de patrimoine qui ont fait toute leur vie là-dedans, les textes de loi, les Duflo, les Cellier, ensuite Pinel, etc. Et aujourd'hui, à 50 ans, 55 ans, ils pensent toujours que le cash flow positif, c'est pas possible. Bien sûr. Et quand tu leur dis que ton loyer paye plus que la mensualité de crédit, pour eux, ça sort de leur matrice. C'est évident pour tout le monde, en tout cas pour la majorité des investisseurs, c'est juste inconcevable. Ça sort de la... C'est pas vrai. Ils vont te dire que c'est pas vrai. À 50 ans, en ayant bossé 20 ou 30 ans dans les finances. Donc bref, tout ça pour dire que... et pour ceux aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui sont déçus parfois de leur banque, déçus de leur banquier, voilà. Sachez que c'est parfois des gens qui sont quand même assez centrés sur ce qu'ils font au quotidien et qu'il ne faut évidemment pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, même et malheureusement quand c'est un professionnel qui vous le dit. On a tendance à penser que ça a du poids, mais bon, voilà, il faut toujours faire attention à ça. Alors aujourd'hui, et après on va revenir à votre premier souvenir, parce que sinon... mais non, mais c'est très bien, parce qu'au moins ça nous a permis aussi un peu de... On reviendra un peu sur ton parcours qui est quand même très, très intéressant. Sur la partie formation que vous montez aujourd'hui, juste pour terminer votre rencontre, concrètement, tu parlais justement de la partie financement, qui était complexe finalement, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ne maîtrisent pas le sujet. Toi, la partie architecture, qui est quand même, pour le coup, ultra novatrice. Enfin, en tout cas, vous avez des concurrents directs, des architectes qui font ça aujourd'hui ? Je ne l'ai jamais vu, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres architectes qui le font. La partie investisseur, vous le faites à 3. Finalement, aujourd'hui, dans la vision que vous avez décidé de mettre sur cette structure, d'abord, comment ça va s'appeler ? Est-ce que vous avez le nom ? Et ensuite, comment ça va s'articuler très rapidement, en 2 minutes ? Ça va être de la formation en ligne uniquement, ça va être du coaching, de l'accompagnement jusqu'à obtention de résultats. Et quelle stratégie vous allez mener derrière pour les investisseurs ? Alors juste, si tu veux, je peux en dire un mot. Donc le nom, là, c'est Tria. Puisqu'on est 3, donc avec Veneta, Joris et moi-même. T-R-I-A T-R-I-A, en 4 mots, okay. En 4 lettres, absolument. Et en fait, alors on est parti très simplement d'un principe simple, c'est qu'on vient chacun donc, de plusieurs entités. Veneta, pur architecte. Moi, voilà, pure finance, parce que j'ai toujours travaillé dans les finances. Et Joris, qui est investisseur. Et on s'est dit, et encore une fois, c'est absolument pas pour dénigrer les autres, mais
qu'une personne nous parle et de financement. Ensuite, elle va passer aux travaux. Elle va te parler de A à Z de tout ce qu'il faut faire sur les travaux. Puis ensuite, elle va te parler de fiscalité. Et de A à Z, elle va t'expliquer quelle est la meilleure fiscalité, etc. J'ai rien contre. Parce qu'on a tous plus ou moins des appétences dans différents domaines. Ouais, et puis bien sûr, on a le droit de s'intéresser à plein de choses. Mais en tout cas, moi, à titre perso, j'aurais du mal à soutenir un truc à 100% sans le faire à 100% dans mon quotidien. Alors, pour la défense de l'ensemble, c'est que la plupart, quand même, sur des formations en ligne, s'entourent de différentes personnes, mais qui ne font pas partie Souvent, là, vous êtes associés tous les trois. Oui. Ouais. Donc, vous travaillez ensemble sur cette partie-là. Eux, par contre, il y en a souvent qui a une tête de pont qui va être partie marketing, communication, investisseur qui a acheté quelques lots pour en fréquenter plein. En plus, je commence à comprendre le modèle. Et par contre, souvent, ils s'entourent de professionnels dans chaque pôle. Fiscalité, ils font intervenir un fiscaliste. Pas tous, mais une partie. Vous, la différence, c'est que par contre, vous êtes présents tous les trois sur l'écosystème. Alors, on est présents tous les trois. Donc, Veneta, tu vas peut-être en dire un mot là-dessus. Mais c'est que, alors, le modèle, c'est donc un format vidéo, puisqu'il s'agit quand même de reprendre les bases. Pour ceux d'ailleurs qui connaissent pas du tout l'investissement immobilier, d'aller beaucoup plus loin pour ceux qui sont déjà adeptes ou initiés dans l'immobilier. Et puis après, donc, on fera du coup régulièrement, et vu qu'on est associés tous les trois, régulièrement des mises à jour. Et évidemment que pour être au contact, c'est d'être associé, donc c'est pour ça qu'on est tous les trois. Donc c'est entièrement en ligne, ou vous avez prévu d'avoir des coachings physiques aussi? Oui, ça fait partie des formules. Donc, la formation, elle est en ligne, mais on a des formules sur lesquelles on se tient proche avec des stagiaires. Et on fera aussi des lives, des événements et tout ce qui va avec pour rester proche et dans le conseil toujours. Ok. Et donc, dans une stratégie, par exemple, toi, sur la partie architecture, oui. Ça s'articule comment? T'expliques comment déposer un permis de construire? Enfin, je pose des questions probablement idiotes, mais c'est quoi la plus-value? Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est hyper novateur. Je connais personne qui a fait ça. Oui, donc moi, j'interviens en tant que maître d'œuvre. Donc, j'explique un petit peu toutes les bases qu'il faut savoir dès le début, dès la création de la stratégie, déjà, dans l'investissement, quand on va chercher à quoi investir, où investir. Donc, analyser déjà des sites, des biens, avant de se lancer dans l'achat. Et après, effectivement, il y a les travaux. Donc, moi, j'explique un peu où sont les limites jusqu'à je peux aller faire moi-même tout seul, sans professionnel. Et où il faut vraiment s'entourer par de bons professionnels et faire des choses dans les règles de l'art. Et toi, tu as une agence d'architecture sur Paris et sur plusieurs villes en France aujourd'hui. Vous êtes associé avec différentes personnes. Exactement. Tu proposes de mettre à disposition des équipes pour ces personnes-là, ou non, ça ne fera pas partie du deal de la formation pour l'instant? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je reste indépendante. Il faut savoir que pour nous trois, la formation, c'est une passion. Et donc, on prend notre temps. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va on ne cherche pas à gagner notre vie avec. C'est vraiment une passion pour nous tous les trois. On aime bien transmettre, donner. Donc, le but, ce n'est pas derrière de faire passer notre business. C'est surtout à passer un message. D'accord. Voilà, et ce qui est d'ailleurs peut-être différenciant, et c'est pas du tout l'idée de comparer non plus, mais c'est que on a chacun nos activités principales et que la formation vient en parallèle ou en sous-jacent, parce qu'évidemment, Veneta parlait tout à l'heure du fait d'être enseignante. On est tous plus ou moins formateurs, parce que moi je forme des courtiers, Veneta est enseignante et évidemment forme un certain nombre d'architectes. Joris, pareil de son côté, donc lui qui est investisseur, a aussi plusieurs dizaines d'élèves qui forment justement à investir. Et en fait, on a chacun mis du coup toutes nos compétences qu'on travaille au quotidien au service d'une seule et même formation. Et donc qui est finalement annexe. Si je puis me permettre, c'est presque la volonté, c'est presque avoir une école avec trois professeurs dans chacun son domaine d'activité. C'est bien résumé. On parle de formation, mais finalement, est-ce qu'on tendrait pas de plus en plus, le marché se structurant au fur et à mesure, vers des écoles? Peut-être, et alors là où j'aime bien, tu vois, le terme école, c'est que je pense qu'on a beaucoup entendu parler de formation. Et j'ai presque peur, alors que quand même, le terme à la base, il est noble. De se former, évidemment, qu'on se forme tous au quotidien. Moi-même, dans les finances, on continue à se former au quotidien. Je trouve que le terme, il est un peu galvaudé. Obligatoire en plus. Toujours, tous les ans, bien sûr. Comme en immobilier, c'est pareil. Tous les ans. Et je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais moi je trouve que le terme il est un peu galvaudé. Carrément, mais c'est pour ça que je te dis école. Parce que je trouve que formation, c'est connoté formateur, mauvaise presse, arnaque, etc. Finalement, aujourd'hui, vous avez tous les trois votre profession. J'imagine que du coup, tu le disais, tu as ton entreprise. Vous êtes combien aujourd'hui de courtiers dans ton écosystème?
Moi, je suis dans un cabinet, il y a plusieurs centaines de courtiers. Ok. Après, Ok. moi, Donc j'ai, tu fais partie d'un réseau de courtage. bien sûr, ouais, on Ok. est obligé, oui, pour le courtage, pour le Ok. coup, Ok, on est je obligé de se rattacher à une entité. Ouais. Ok. Bah, c'est la même chose que les agents immobiliers finalement. Alors moins parce que nous, on a besoin de conventions bancaires Ok. au national, parce Ok. que moi je travaille au national avec notamment certains investisseurs qui travaillent au national, Ok. et donc on a besoin de conventions, et pour signer des conventions, il s'agit d'avoir du poids, Hmm. et donc plusieurs milliards d'encours de crédit à l'année pour pouvoir espérer signer une convention avec une banque. Quoi. D'accord. Ouais. Ok. Mais sur le principe, je trouve que ta boîte d'architecture, vous avez un investisseur, etc. Et c'est bien, hein, c'est aussi le but un petit peu, c'est de vulgariser tout ça, c'est de j'ai envie de plus en plus qu'on se permet de le dire, et parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qu'on faisait nous chez Emporium, etc. Nous, on est en discussion aujourd'hui avec des écoles pour justement structurer de plus en plus l'offre, pour avoir quelque chose de plus en plus solide, parce que le marché il est existant, il est pris par aucune grosse entité. Tu as l'ESPI, Subtertiaire, l'IMSI, tu as tout un tas d'écoles qui font déjà des formations dans l'immobilier, mais qui ne s'adressent pas du tout à ce public-là. Qui pour autant a le mérite d'être demandeur et a le mérite de devoir être formé. Et je dis devoir parce qu'on connaît trop de personnes qui se sont plantées, et donc le marché, je pense, doit continuer à se structurer, et c'est pour ça que je pense que faire évoluer le vocabulaire et tendre de plus en plus vers l'école n'est pas idiot. Ouais, et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient comme ça, si je peux me permettre de te demander. Et toi qui est un peu qui a aussi ton œil et ton avis extérieur aussi, parce que tu as fait du clé en main, etc. Ouais. C'est quoi pour toi le plus gros frein justement à l'investisseur? C'est quoi pour toi sa plus grosse problématique, en tout cas pour... Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en effet, j'en vois beaucoup. Il y a plusieurs... tu me challenges parce que tu me dis la plus grosse problématique. Donc, j'en ai. Écoute, ce que je vais dire, c'est que je vais te donner celles qui sont les plus grosses et qui sont les plus récurrentes, et après, on va essayer d'en sélectionner une. Celle que je vois qu'on néglige assez souvent, c'est la peur de ne pas louer. Il y a souvent des personnes qui ont peur de ne pas réussir à louer. Alors nous, on a fait évoluer notre modèle. Aujourd'hui, on achète du résidentiel qu'on loue à des entreprises pour avoir l'intérêt de l'immobilier résidentiel et l'intérêt de l'immobilier commercial. On a un bail 369, il peut être meublé, donc du coup ça pose pas de souci sur la fiscalité meublée. De toute façon, je te l'avais dit tout à l'heure, on est des entrepreneurs beaucoup, donc c'est des SCI à l'IS, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, mais bon, ça permet d'avoir cet intérêt-là. On part sur un 369, donc un engagement de l'entreprise. On sait bien que le bail commercial est beaucoup plus protecteur que le bail d'habitation. Donc c'est vraiment cette philosophie-là, et pour répondre aussi à ce besoin-là, parce qu'on avait trop d'investisseurs qui nous disaient mais si je loue pas, etc. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut un dossier, on leur dit l'entreprise prend un bail à tel montant. Donc ça, c'est vraiment une grosse peur récurrente qui nous était un frein souvent pour les investisseurs. Ouais. Alors, juste, excuse-moi. Ouais. J'ai pas compris ta question. Non, bien sûr. Mais pour moi, il y a plusieurs réponses suivant le niveau de l'investisseur. Donc moi, tu vois, je sais pas de qui tu parles. Ouais. Et moi, je dirais en tout cas que ça, c'est plus des néo-investisseurs. Ah oui, bah de toute façon, nous aujourd'hui, les investisseurs avec qui on travaille, même s'ils ont des moyens financiers importants, parce que c'est des entrepreneurs qui fonctionnent bien, et du coup ça nous permet d'aller chercher beaucoup de dettes, c'est des gens qui sont pas du tout dans l'immobilier. Non, pas du tout. Mais tu vois, parce que quand on est justement dans l'immo, on sent quand même, suivant les peurs, les problématiques, et c'est là peut-être où je voulais en revenir aussi, c'est que tu connais leur niveau de par leur peur. Ah bah bien sûr. Ouais. Ça pour le coup, c'est des gens qui n'ont jamais investi. Mais nous, c'est la plupart de nos investisseurs. Bien Alors sûr. Après, il y en a avec qui on leur fait faire plein de projets. Et du coup, ça, à force, bon, ils s'en foutent et ils ont compris le système. Mais ça, c'est pour les néo-investisseurs. Et si tu veux plus loin, ta question, et tu l'amènes, j'imagine, ça va te permettre de rebondir. Et tu as raison. Mais évidemment, après, ce qui bloque toujours, c'est le financement. Parce qu'une fois que tu as compris le modèle et que tu sais comment ça fonctionne, tu as juste à le dupliquer. Et donc, ce qui va te bloquer, c'est comment tu vas faire pour obtenir plus de financement et finalement jamais t'arrêter. Ouais, alors pour le coup, tant mieux si ça prêche pour ma paroisse. Mais c'est les deux sujets que j'avais en tête, moi. Les deux plus grosses peurs. Et j'ai pas la science infuse, donc il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Ouais. Après, il y a aussi une grosse peur, mais nous, du coup, on la casse d'entrée parce que on sait aussi que ça peut être des sujets parce que c'est du temps passé, etc. C'est la partie travaux. Rénovation, il y a beaucoup de gens qui ont peur, et nous on essaye d'avoir il y a beaucoup de boîtes de clés en main qui sont plantées à cause de ça, parce qu'on sait très bien que quand tu rénoves un truc à 150 000, tu fais ta boîte de clés en main, la boîte de clés en main elle te fait une rétrocom de 30 000 et puis tu le vois pas sur le devis. Tu vois ce que je veux dire? Donc après... Ça parlera à Venetas. Non mais il y en a plein qui font ça. Après moi j'ai pas de jugement là-dessus, hein. Chacun fait comme il veut, mais le problème c'est que t'annonces 150 000 de travaux quand tu veux rénover un immeuble. Il y en a pour l'artisan, t'annonces 8 mois.
toi tu dis 10 parce que tu veux anticiper et tu sais pas pourquoi il y en a pour 14. C'est tout le temps comme ça. T'avais 180 000 euros au départ de devis et en fait t'en as pour 210 parce qu'il y a toujours des trucs qui n'ont pas été vus. Donc c'est vraiment cet enjeu-là nous on a eu on a beaucoup de mal à le maîtriser parce que en réalité, en fait, le problème, c'est que les investisseurs qu'on a, ils veulent le plus de rendement possible la plupart du temps. Ils veulent gagner le plus d'argent possible et donc payer le moins cher. Et sur ces postes-là, on sait bien, et justement, j'imagine que c'est aussi ce qui fait la différence, mais tu sais bien que si tu veux que ça soit bien fait, bah, il faut mettre le prix. Et sauf que ça coûte cher. Le pas cher coûte très cher. Le pas cher coûte très cher. Le pas cher coûte très cher et du coup, il faudrait mettre le prix en face. Sauf que quand tu annonces des prix de travaux à machin, l'autre, il appelle son oncle. Enfin, l'autre, pardon, mais l'investisseur appelle son oncle. Tu lui dis non, mais tu rigoles, ça coûte pas aussi cher les travaux. Et puis ensuite, tu vas sur des boîtes qui sont moins staffées, mais tu as toutes les galères derrière. Donc c'est vrai que nous, on essaye de. Ça, c'est un vrai sujet très complexe, mais que nous, on essaye d'éluder le plus possible parce que en fait on fait le minimum de travaux pour pas avoir de problématiques. Dis-nous ce que tu as dans la tête. Oui, non, mais je me dis que c'est exactement les 3 problématiques sur lesquelles nous on s'est dit que le fait d'être à 3 c'est notre force. Donc il a la peur de louer derrière, ou bien si je résume c'est la stratégie. Donc comment je gère ma stratégie dès le départ jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle a voué à l'échec ou au contraire je vais avoir du succès. Donc nous on a Joris dans ce domaine-là. Et puis il a bien sûr le financement. Donc une grosse partie des gens qui n'arrivent pas à passer à l'acte de l'investissement parce que au final ils sont bloqués avec l'argent, avec l'investissement, ils n'arrivent pas à trouver l'argent. Donc là on a Samir qui répond à ces questions-là. Et puis les travaux bien sûr. Et ça c'est à toute échelle en fait. Les gens ils ont des problèmes avec des travaux, peu importe leur expérience, parce que chaque projet est unique et donc à chaque fois il y a des problématiques différentes. Donc du coup mon intervention dans la formation. Après, encore une fois, et ça je le dis aussi pendant la formation, je ne suis pas là pour apprendre les gens à faire soi-même des choses qu'ils sont censés de faire avec des professionnels. Il ne faut pas aller... Après, toute la difficulté et l'enjeu sur cette partie travaux, vous l'intérêt, c'est que vous allez former des gens à... Donc en fait, tu vas leur dire d'entrée que potentiellement il y aura du retard, que ça va coûter plus cher, que ça va être compliqué, etc. J'imagine que tu leur expliques ces choses-là. Nous, quand on a un investisseur qui veut du clé en main, parce qu'en gros, notre investisseur typique, c'est un mec qui a gagné de l'argent dans la tech, qui a bien gagné sa vie dans la tech, qui a une boîte qui est très excédentaire parce qu'il a peu de charges, et du coup, il a beaucoup de trésorerie, ça rentre de l'argent tous les mois, il ne sait pas quoi en foutre. En gros, c'est ça. Et nous, notre investisseur, quand on lui propose un projet clé en main, il veut juste... Tu sais ce qu'il veut ? Il veut 2 choses. Il veut gagner de l'argent et ne pas en entendre parler. Et si tu veux qu'il entende le moins parler possible, t'as beau... Soit ça coûte cher et dans ce cas, il gagne moins d'argent parce que du coup le rendement on a du mal à le faire évoluer parce que si tu veux faire des beaux travaux de quali, en fait c'est pas 800 € le mètre carré en réno, tu vois. Et en même temps on a de la déception potentielle parce que du coup si on veut aller chercher du rendement parce que c'est ce qu'il veut, en fait les travaux qui devaient durer X temps, ils vont durer 2X. Mais pour le coup tu vois, j'aime bien ton approche. Alors on a parlé tout à l'heure des banques privées, j'aimerais bien en tout cas qu'on en reparle parce que j'aime bien aussi ton approche là-dessus et objectivement il n'y en a pas beaucoup qu'on cette approche-là que tu as, qui est vraiment très professionnelle. Et là, ce que tu viens de dire, pour le coup aussi, moi je note là ce que tu dis, c'est que tu as des investisseurs, pour le coup, qui ont leur business, qui ont leur activité principale, et qui, pour le coup, on peut dire diversifient avec l'immobilier, mais qui ne se créent pas un nouveau boulot, un nouveau travail avec l'immobilier, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et peut-être ceux qui sont qui sont un petit peu formés et qui pensent savoir faire beaucoup de choses, mais qui en fait se transforment, tu vois, dans un second boulot avec l'immobilier, et ce qui n'est pas le cas évidemment dans ton approche à toi. Nous, ils veulent... en fait, si tu veux... donc moi, ça fait 4 ans, j'ai commencé en 2020 à faire du clé en main. Du coup, j'ai vu tout un tas de profils. Et le profil avec qui on matche le mieux et ça avance le plus facilement, c'est l'entrepreneur, société commerciale excédentaire. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, banque privée, c'est 10% d'apport en SCI LIS et 20%. Mais c'est pour ça, si toi, tu as une banque privée, ça m'intéresse beaucoup parce que si tu en as une qui ne demande pas, nous, c'est 20% minimum, 20 à 30% de trésorerie placée sur des produits financiers. On verra quoi. Il y a plusieurs écoles, mais ça, j'en parlerai après. Donc, mais moi, j'ai pas de problème. On travaille avec Caisse d'épargne et Crédit Agricole. Donc, c'est leurs conditions sur le financement. Et en fait, cette boîte excédentaire, moi j'ai fait fitter avec le banquier. Ensuite, on voit dans quelle mesure ils sont finançables par rapport à leur chiffre d'affaires. Souvent, ce qu'on prend, c'est EBE x 15. C'est pas toujours vrai, mais ça marche à peu près, s'ils ont la trésorerie nécessaire en face. Donc, excédent brut d'exploitation x 15. Et ensuite, après, montage société commerciale détenue par une holding qui détient une SCI LIS. Et on investit sur ces modèles-là. Et ça marche très bien.
Et c'est juste que voilà, nos investisseurs aujourd'hui, ils veulent certainement pas en faire leur boulot. Ils sont très contents de ce qu'ils font au quotidien, mais c'est juste qu'ils sont frustrés d'avoir 2, 3, 5, 1 million d'euros de trésorerie et ils savent pas quoi en foutre. Évidemment. Donc, Et là où j'aime bien évidemment ton approche, c'est que déjà très très peu, que ce soit de formateurs ou de businessman, parce que c'est ce que tu es quand même avec tes entreprises, très peu déjà parlent de banque privée. Ouais. Déjà certains ne savent pas ce que c'est, et encore moins les utilisent. Donc ça, je pense, déjà, c'est un modèle qui fonctionne bien. Donc tu nous as parlé de 2 banques, ici la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, et alors toutes les banques ont des pôles privés. bien sûr. Donc ça, c'est le point. Mais après, donc il y a plusieurs écoles. Toi, tu parlais notamment d'un ticket d'entrée ou d'un pourcentage en fait du financement. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a et ce qu'il faut savoir, hein, c'est que juste pour rappel, Bien sûr. donc la plupart des banques qu'on utilise, que l'investisseur utilise, c'est des banques de réseau. Ouais. Autrement dit, toutes les banques qu'on voit dehors. Nous, en l'occurrence, la Caisse d'épargne et Crédit Agricole, on peut considérer que c'est des banques de réseau. Alors, banques de réseau, mais qui ont après des pôles privés à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Et donc toi, c'est a priori ce que tu utilises. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc généralement, pour y accéder, il faut soit un certain. Non, mais je veux dire, niveau pour de les gens qui patrimoine. connaissent pas banque de réseau, c'est toutes les banques dont ils sont clients finalement, aujourd'hui. La plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui sont clients de banque de réseau. Oui, qu'on est à la base tous, on est tous clients du coup de BNP, banque de c'est réseau. banque de réseau, j'imagine. Crédit Mutuel. Alors, non, je me trompe. Alors, distinction, c'est qu'on peut, au sein d'une banque de réseau, il peut y avoir un côté traditionnel, j'ai envie de dire, mais au sein, par exemple, pour citer une autre banque, de la BRED, par exemple, vous pouvez avoir une BRED classique, traditionnelle, et une BRED banque privée. Ah, bien sûr. Mais qui sont 2 entités différentes. Ouais, bien sûr. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Donc, tout simplement. Et après, donc, pour rebondir sur ce que tu disais, et pour aller aussi plus loin, parce que juste reprendre en arrière, on parlait des peurs tout à l'heure. Ouais. Notamment, tu disais, voilà, loyer impayé, etc. Ouais. Souvent, c'est au départ. Le fait de ne pas trouver de locataire. Voilà, mais souvent, voilà, c'est des peurs du départ. Parce qu'après, donc, quand on est déjà investisseur, on a déjà plusieurs biens immobiliers, et on en parlait aussi tout à l'heure, on a de plus en plus de mal à se faire financer en banque de réseau, parce qu'on n'est plus du tout la cible de ces banques-là. Exactement. Et après, les problématiques changent. C'est-à-dire que la problématique de l'investisseur ensuite, c'est de se faire financer. Et donc pour ça, et c'est là où je salue vraiment ta façon de faire, c'est qu'il y a des banques privées qui ont une relation beaucoup plus commerciale avec l'investisseur. Ouais, bien sûr. Typiquement, tu as ton projet rentable, en face, ils te mettent le financement, il faut payer. Ouais, c'est ça, exactement. Alors qu'en banque de réseau, des fois, même quand tu es d'accord pour prendre toutes les assurances du monde, accepter toutes les contreparties, la banque dit non, j'ai de l'ARP à côté, moi je préfère faire de l'ARP. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Okay. C'est d'ailleurs ce que m'a dit Julien, avec qui on travaille beaucoup, qui est à la Caisse d'épargne. D'ailleurs, il est tellement intéressé par les projets qu'on fait faire à ses clients qu'il a lui-même acheté un bien, tu vois, c'est te dire. Donc aujourd'hui, il a fait un projet avec nous. C'est révélateur. Mais en effet, pour le coup, il nous a fait confiance et donc c'est vrai que ça fait plaisir. Mais moi, il me le dit à chaque fois. Il me dit, tu sais, Amaury, nous, on gagne pas d'argent à prêter de l'argent. Et moi, on me le dit tous les jours. Donc lui, qui est privé Caisse d'épargne, il me dit, moi, mon but, c'est de collecter de l'argent. Il me dit, mon but, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour les produits. Et donc, comme tu dis. Et puis, Caisse d'épargne, ça porte bien son nom. Hein. Caisse d'épargne. On peut pas faire mieux, là. Ils peuvent pas être plus clairs. Donc, si tu veux, je suis d'accord. Il faut bien comprendre ces modèles. Juste parce qu'on a quand même un modèle à respecter. Et c'est vrai que le temps défile. On va revenir un petit peu sur vos histoires personnelles avant de revenir sur cette partie financement qui est quand même, comme tu dis, en plus un enjeu important aujourd'hui. Veneta, est-ce que tu as pensé à un autre souvenir dont tu nous as pas parlé la dernière fois, même si ça serait compliqué parce que tu nous avais parlé de beaucoup de choses? Bah écoute, je vais essayer de ne pas me répéter, j'espère que j'ai pas dit ça, mais quand je parle entrepreneuriat, et premier souvenir en tout cas d'entreprendre quelque chose, je pense aux olives. Ok, non, tu n'avais pas parlé de ça. Vois, ça c'est intéressant. Et pourquoi? Parce qu'un des boulots que j'ai fait quand j'étais adolescente, c'était de faire la promotion des olives dans les supermarchés. Et je ne savais pas non plus. Hein. Voilà. Je ne savais pas non plus. Et j'avais un slogan sur mon t-shirt qui était assez frustrant. C'est voilà un truc débile. Alors c'était un bulgare, donc très compliqué à trouver le même mot et le traduire. Oui, mais c'était un genre du allez, on se jette tout sur les olives, un truc comme ça, mais avec un mot assez
multisens, enfin voilà, pas très... Ok. Pas Tu veux dire qu'il y très... avait un sous-entendu vu que tu avais Voilà. le t-shirt olive en Oui, sous-vêt, mais en fait, oui, ok. bon, c'était pas non plus malsain, hein, mais Ouais, c'était assez coquin. ok, ok. Pas encore une fois dans Ouais, un sens très sale. ouais, ok, D'accord. ok. Mais du coup, à chaque fois, en fait, aujourd'hui, quand moi je me lance un défi, tu vois, je me dis ce slogan-là. Quelque part, pour moi, ça a resté comme un slogan de vas-y, va chercher tes olives, quoi. Enfin, vas-y, Ok. avance et fonce et n'aie pas peur. Quelque part, pour moi, ça a resté, ça est toujours dans ma tête ce slogan. J'ai gardé le t-shirt d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je l'ai toujours. Bon, il est en Bulgarie, mais pour moi, c'est un souvenir qui me Prochain pousse à podcast. aller, ça me pousse à aller Faut plus venir loin. avec le t-shirt. Non, mais voilà, la prochaine fois, je vais le prendre. Mais tu vois, c'est à chaque fois, pour moi, ça a été vas-y, tu peux aller plus loin, parce qu'il faut savoir que même si tu as beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, si tu as acquis déjà beaucoup de choses, Ouais. pour moi, chaque nouvelle étape est quand même très, très excitante et il y a la peur toujours. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que voilà, ça va donner les fruits que je veux que ça donne? Et je vais être à 100% comme j'aimerais. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est resté une petite phrase de vas-y, ouais. Fonce. Voilà. Mais et franchement, c'est vrai que je sais pas si t'as un pouvoir, mais j'ai l'impression que quand tu nous racontes tes histoires, tu ressens, je sais pas si tu ressens la même chose, mais ça fait passer de l'émotion. On a l'impression de s'y retrouver j'ai l'impression d'être avec toi en train de vendre les olives Ouais. dans le supermarché. Et Merci. enfin, je le redis, alors écoutez-nous jusqu'à la fin, mais c'est vrai que tu avais partagé ton histoire. Et pour le coup, en termes de leçons d'entrepreneuriat, t'as quand même une histoire particulière. Tu l'as dit rapidement, mais t'es pas né en France. T'as bougé beaucoup. Tu t'es battu et franchement c'est vrai que c'est impressionnant de se dire que t'as bougé tout ça dans la perspective et aujourd'hui t'as pu tendre vers ça alors qu'il y a des personnes qui, enfin, quand tu nais en France t'as quand même plus de facilité à pouvoir développer les choses, je pense. Donc non, bravo et écoute, merci pour les souvenirs dont tu nous avais pas parlé la dernière fois. Oui, merci à toi. Mais elle est extraordinaire, de toute façon. Oh. Non, mais c'est ça. Non, Veneta, pour le coup, et juste pour parenthèse là-dessus, c'est une preuve d'humilité, en fait. Ouais. Parce que voilà, on se connaît depuis déjà quelques années déjà. Mais en fait, tu apprends toujours des choses avec Veneta. Ouais. Et quand tu dis C'est terrible. quand tu dis extraordinaire, je pense que à la fois c'est flatteur, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre au sens propre du terme. Et je suis d'accord avec toi pour le coup. C'est vraiment extraordinaire. Tu sors de l'ordinaire et c'est vrai que t'as un profil quand même qui a le mérite d'être atypique et t'as une histoire qui est pas anodine. Donc, Et qui est vrai surtout. Enfin, qui est vrai dans le sens voilà où. Bon, bref, je vais pas parler pour toi, mais non, moi je trouve ça beau, voilà, de pas partir forcément avec les plus grandes chances, parce que c'est quoi la chance de naître en Bulgarie, de devenir architecte sur Paris, en fait, quoi. Mais voilà, comme tu dis, à force de travail, d'action, d'olive, voilà, on en arrive là, quoi. Bravo. Est-ce que je sais pas si tu avais posé la question la dernière fois, mais est-ce que tu as beaucoup travaillé? Est-ce que souvent on a cette vision de l'entrepreneur qui passe énormément de temps au travail, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es une personne, ou avant et encore aujourd'hui, est-ce que tu es une personne qui travaille beaucoup, énormément? Peut-être que les gens se posent la question derrière pour avoir des résultats comme tu as pu avoir toi. Est-ce que c'est 6h du matin, 23h tous les jours? Est-ce que tu gères ton planning différemment? Est-ce que tu optimises? Ouais. Non, mais ça Non, m'intéresse. je travaille beaucoup, oui. Je travaille beaucoup. Je suis non-stop en train de faire quelque chose. Alors moi, typiquement, je suis le genre de personne, si je fais pas quelque chose, je me sens pas bien. C'est-à-dire que je déprime, je culpabilise, je me dis je suis feignante, je suis pas assez dans mes choses. Donc moi, juste m'asseoir et regarder la télé, moi, c'est pas mon truc. Ok. T'as une télé chez toi? Non. J'ai pas de télé. J'ai pas de télé. Donc, en fait, c'est pour moi, de toute façon, c'est toujours, il faut être dans l'action. Je sais aussi me détendre, je sais ce qui me fait plaisir, ce qui me distrait par rapport à mon travail. Mais voilà, c'est très court. Et... Tu te lèves à quelle heure le matin? Je me lève à 5h30. Ah, tu te lèves à 5h30? Moi, je me lève pas assez tôt, moi. Tu te lèves à quelle heure, toi, le matin? Non, je suis pas du matin. Ouais, mais c'est assez c'est pas la réponse. Tu te lèves à quelle heure? Je me couche le matin. Ouais, un rythme inversé, oui. Et tu te lèves à 5h, mais tu te couches à quelle heure? Entre minuit et 1h, 1h30. Ah, tu dors 5 heures par nuit? Oui. Là, je suis pas fière. Hein. Extraordinaire. Non, je suis un manque de sommeil, hein, clairement. Ça Est-ce que t'as pas essayé de dormir plus? Est-ce que ça augmenterait ta productivité ou tu penses pas? Ça change quelque chose ou pas de dormir? Je sais pas. Pas le choix. J'ai pas trop le choix. De toute façon, il faut que je bosse. En fait, c'est ce que tu m'as posé comme question. Moi, j'ai toujours beaucoup bossé. Donc, il faut savoir que dès l'école, pour moi, nous, à l'école en Bulgarie, c'est qu'une demi-journée.
C'est pas toute Ouais, la tu m'avais journée. dit, ouais, Voilà. l'après-midi. Donc, quand je rentre, pour moi, je m'enfermais dans ma chambre et je faisais mes devoirs pendant des heures et des heures, hein. C'est même Ouais. ma mère qui venait me voir, elle me dit, tu veux pas sortir un peu de ta chambre Ok. et faire quelque chose. Et dans ma vie, toujours, par exemple, mon frère était considéré comme l'intelligent et c'était lui qui était un peu, tout était Ouais. facile pour lui. Donc, moi, j'ai pris comme rôle de devoir tout... Tu voulais compenser pour essayer de devenir la meilleure en travaillant Pas plus. forcément, non, pas meilleur ou pas compensé, mais je me disais, moi, pour le coup, il faut que je travaille. Ok. Voilà. Ok. Et j'aime pas du tout de se reposer en fait sur les acquis. Pour moi, c'est pas dans la réussite. Ok. C'est juste se dire, ah ouais, de toute façon, c'est facile pour moi. Là, on n'y arrive pas, on n'arrive nulle part en fait. Se laisser aller parce qu'on est trop fort. Ouais. Ça marche pas. Et qu'il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, talent ou pas, il faut bosser. Faut bosser, quoi. ouais, Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Au bout d'un moment, tu Ouais. plafonnes sur ce sujet-là. Évidemment. C'est quoi ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? Moi, comme j'ai dit, réellement, voilà, ma vie professionnelle a commencé avec ce métier de gestion de patrimoine. Ouais. Et pour en dire un mot sur ce métier-là, que tu connais, Ouais. c'est pour moi pas loin d'être le métier le plus dur du monde, en quelque sorte, et en tout cas dans la vente, hein, pour rester sur Terre quand même. Parce que, et pour vraiment grossir le trait comme il faut, gestion de patrimoine, c'est tu fais 1, 2, 3 rendez-vous avec le client que tu connais pas, et tu lui fais signer pour 240 000 euros. Ouais, c'est vrai. Et en sachant que, accessoirement, les gens, quand ils te confient leur argent, ils te confient quasiment leur vie. Alors, je sais pas si toi, t'as ça. Le tabou, voilà. Puis il y a Enfin, moi, je sais pas si t'as ça, mais moi, les investisseurs avec qui je bosse aujourd'hui, je connais quasiment. Enfin, les gens, une fois qu'ils t'ont filé 200 000 balles pour investir sur un truc, ils te confient toute leur vie. Je sais pas si mais toi, ça faisait déjà, cet effet-là. Mais... même avant. Parce Oui. que pour les conseiller, il faut qu'on connaisse toute leur vie. Ouais, bien Et sûr. c'est déjà de briser la glace, en fait, quand tu frappes chez quelqu'un. Alors, ça se passait pas comme ça, les rendez-vous étaient pris, mais c'est voilà, tu t'assois chez eux, ils te racontent toute leur vie, et donc c'est évidemment, quand je dis que c'est là où, pour moi, ça a commencé, c'est que j'ai commencé, donc j'avais 24 ans. T'as quel âge aujourd'hui 31. Ok. Et t'apprends la vie, parce que je suis rentré dans une boîte où la moyenne d'âge était 50 ans. Ok. Que toi, t'arrives, tu passes pour le petit jeune qui sort de l'école, qui connaît rien, etc. Et donc, t'apprends évidemment 1000 fois plus vite quand t'es au contact de gens d'expérience. Et vraiment, là, j'aimerais vraiment insister sur ce métier de gestionnaire de patrimoine, parce qu'il n'y a pas plus, comme tu dis, il n'y a pas plus grande preuve de confiance que de confier presque sa famille, savoir ce qu'ils font dans la vie, quand est-ce qu'ils partent en vacances, ce qu'ils font. T'as accès au relevé de compte, t'as accès à tout. Vraiment, c'est l'équivalent d'un... Enfin, je trouve, en tout cas, quand tu as une maladie, ou pas d'ailleurs, mais au quotidien, quasiment un médecin. Hein. Mais sincèrement, dans la confiance qu'on a, moi aujourd'hui, j'ai... De toute façon, maintenant, je peux le dire vu que j'ai commencé le traitement. Donc, j'ai une maladie. Avant, je le disais pas. Pardon. Je croyais que c'était sérieux. Non, mais c'est sérieux, hein, j'ai une maladie. Mais en fait, avant, j'avais pas commencé le traitement, donc je préférais pas trop communiquer dessus. Mais maintenant, j'ai commencé le traitement, donc je m'en fiche. Si ça doit être retrouvé pour les informations, etc., ça le sera. Mais j'ai une maladie, et tu vois, moi, j'ai dit à la médecin, j'ai dit, j'espère sincèrement que vous savez ce que vous faites, parce que là, c'est un engagement à vie, quoi. Enfin, j'ai pas envie que ça soit comme quand tu fais une opération, etc., quoi. Tu remets tes mains dans la vie d'un chirurgien, et donc, du coup, tu as envie de... Et je pense que quand tu remets tes sous, en tout cas, en plus en France, où on est proche de son argent, c'est une preuve de confiance absolue. Voilà, et tout ça pour dire que moi, en tout cas, c'est ce qui vraiment restera gravé pour moi, c'est cette expérience-là qui m'a fait gagner, je pense, plusieurs années en quelques mois. T'as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça 2 ans. D'accord. Et après, tu t'es lancé directement dans le courtage ? Parce qu'au bout d'1 an et demi, je suis passé donc, dans le courtage pour financer mes clients. Et après, on se rend compte aussi, et toujours pour rester dans une certaine cohérence, que d'avoir trop de casquettes, alors je sais pas si c'est en France, pas en France, c'est pas le sujet, mais on a tout de suite moins de crédibilité. Quand tu te dis que tu fais de la gestion de patrimoine, qu'à côté tu peux faire la renégociation du prêt d'un tel, bon, lui ok, il fait trop de choses, c'est louche. Donc il sait pas le faire. C'est la philosophie. Ou alors il est pas bon en fond, rien, il est spécialiste en rien, tu vois. Ouais. Et non, et puis ça s'est fait naturellement. Et donc pour moi, vraiment, il faut que les choses se fassent naturellement. Parce que donc quand je suis devenu courtier, alors que j'étais CGP, en fait mes collègues CGP, ils se sont dit quitte à faire un financement, autant que ça soit un courtier qui connaisse le métier de CGP.
Ouais, bien sûr. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, sur le background entre guillemets des courtiers. Et donc naturellement, voilà, j'ai eu quand même un certain nombre de dossiers grâce à ça. Et puis ensuite, voilà, naturellement, tellement de volume que j'avais plus du tout de quoi faire de ces. Et surtout suffisamment avec le courtage en fait pour délaisser la gestion de patrimoine. Et donc du coup, ce premier souvenir, finalement, toi, tu le matérialises par rapport à cette expérience intrapreneur ou au sein de cette entreprise-là. Ouais, et parce que encore une fois, j'ai vraiment l'impression de commencer par le plus dur. Ok. T'as jamais vendu des. C'est marrant, c'est la question. T'as jamais vendu des streets, j'en sais rien, des baskets ou quand t'étais petit. Eh ben, je vais te décevoir, mais non. Okay. mais ça arrive, non. Et parce que donc, j'étais comme je t'ai dit dans un cursus beaucoup plus scientifique à la base. Ouais, bien sûr. Okay. Et comme quoi, Bac S, ouais. Okay. Et comme quoi, donc, on n'est pas forcément prédestiné à faire telle ou telle carrière parce qu'on a fait des études dans telle chose ou parce qu'on n'a jamais vendu quoi que ce soit, quoi. Ouais. C'est vrai que tu as fait une licence de chimie. Physique, ouais. Physique, pardon, excuse-moi. Ok, intéressant. Et donc, du coup, après, vous avez remonté. Alors, tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Toi, tu as fait un master. Bon, toi, Veneta, tu as fait une école d'architecture. Encore une fois, si vous voulez écouter l'histoire de Veneta, passionnante, on explique et on revient. Parce que du coup, tu as vécu en Bulgarie. Oui. Et tu es venu après en France. Tu as vécu aussi un petit peu en Chine, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'était rapide ça. C'était un passage. Et tu as été un petit peu en Chine. Parce que tu avais fait. Alors, ça, c'est un truc de fou quand même. Tu étais Miss. C'est quoi? C'était l'équivalent de Miss Monde, plus ou moins, mais en Chine, c'est ça? Oui, non, mais c'est mon histoire préférée. C'est fou cette histoire. Oui, c'était Miss Survolant du monde. Miss Cerf-Volant du monde, c'est ça? Oui. Ok. Donc c'était. C'est l'équivalent de, si tu veux, Miss Monde, effectivement, mais que Chine, parce que le cerf-volant chez eux, c'est quelque chose de très important. Et tu nous disais que tu te faisais reconnaître dans la rue, etc., quand tu étais là-bas pendant oui, parce que c'était pendant 3 mois, oui. Ok. C'était long. Enfin, long. Pour quelqu'un qui sort de chez soi. Alors, d'ailleurs, comment on vit cette petite digression très rapide, mais comment on vit cette notoriété? Est-ce qu'elle est agréable au départ, désagréable ensuite? Elle est toujours agréable? Comment tu l'as vécu? Je ne l'ai pas réalisé, je crois. Vraiment, je ne me suis pas du tout dit, tiens, je suis devenue Non, mais je veux dire, les gens, ils te sollicitaient pour prendre des photos tout le temps, non? Oui, c'est vrai, oui. Après, franchement, c'était tellement de choses à voir et à apprendre. Je me suis jamais dit, tiens, waouh, c'est un truc de ouf. Je l'ai vécu, j'ai été super contente de découvrir des choses, mais je sais pas. Là, c'est vrai, quand j'y en parle, je me dis waouh. Voilà. Mais à l'époque, non, j'ai pas du tout réalisé ce qui m'arrive, je crois. Est-ce que j'ai envie de te poser une question, alors qui est peut-être un peu challengeante, mais j'ai l'impression que je sais pas si tu ressens la même chose, mais Veneta, elle est toujours positive. Quand tu parles de ces histoires, elle arrive toujours à trouver du positif. En tout cas, par rapport aux échanges qu'on a eus, on se connaît pas beaucoup, mais des échanges qu'on a eus, t'es toujours positif. Est-ce qu'il y a une histoire un peu, et tant mieux, hein, moi j'ai besoin de gens positifs, c'est pour ça que aussi je fais de l'entrepreneuriat, parce que les gens sont toujours positifs dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une qualité justement de l'investisseur, de voir le verre à moitié plein, évidemment. T'es obligé quasiment d'être positif, de toute façon, si tu veux être investisseur ou entrepreneur, parce que sinon tu t'en sors pas, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Mais est-ce que tu as une histoire quand même qui a été, à chaque fois t'en tires du positif? Est-ce que tu arrives systématiquement, est-ce que tu es un peu comme Nelson Mandela qui disait, alors j'ai plus la phrase qui me vient en tête, mais je ne perds jamais. Voilà, je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Est-ce que tu es dans cette philosophie-là ou tu as quand même une histoire où il y a eu un moment donné, c'était dur? C'est dur tous les jours, hein. Moi, j'ai pas d'histoire, c'est facile. Franchement, j'ai pas une histoire où ça a été simple. Et en fait, je suis dans un quotidien où il faut constamment être prouvé en fait ce que tu fais et que tu es dans des bons objectifs et que tu fais ton travail bien et pas que le travail, hein. J'ai une famille, j'ai une vie et donc l'idée c'est mon idéal, c'est vraiment que j'arrive tout le temps à me dépasser et effectivement en voyant le côté positif, c'est là où j'arrive à avancer. Et j'ai des échecs, ça se passe pas tout le temps comme je veux pour plein de raisons, pas que moi mais c'est la vie. Et voilà, j'essaie d'apprendre de mes erreurs, j'essaie de me calmer, j'essaie de prendre du recul. Tu t'énerves parfois? Je m'énerve parfois, oui. Ok. Voilà. Mais après, je m'énerve, voilà, comme tout le monde. Hein. Je vais pas... Ça peut être fort ou pas quand elle s'énerve, Veneta? Ou ça va? Non, ça va. Tu l'as jamais vu s'énerver? C'est la classe. Oui, non, mais j'essaie d'apprendre vraiment des choses qui m'entourent. Et moi, j'ai une philosophie, je me dis chaque fin, c'est un nouveau départ. Et je me dis, tant mieux. Je le prends toujours comme ça. Si ça s'est mal passé ou si ça s'est passé pas comme je le voulais à cet instant-là, je crois toujours que c'est pour le mieux d'après. Mais tu sais que tu as raison en plus, parce que souvent, parce que moi j'ai eu plusieurs associés, je t'avais parlé de la structure, je me suis associé dans l'immobilier au départ pour commencer, ça s'est terminé parfois, des fois ça a repris sur d'autres projets, etc. Et ensuite, en fait, tu finis toujours par te revoir. Et
j'ai une philosophie un peu similaire. C'est souvent, je me dis, quand tu dis merde, est-ce que c'était le bon choix, etc. Je me dis toujours que le meilleur moment où la forêt repousse, c'est quand elle a brûlé. Et des fois, tu fais la razzia sur tout. Complètement. Et c'est vrai que sur le moment, c'est pas toujours facile parce que tu as beaucoup de challenges. Quand tu revends des parts de quelque chose, tu te dis est-ce que c'était le bon choix, etc. Et finalement, j'ai l'impression que le terreau repart toujours. Et t'es moteur de tout ça. Et finalement, quand tu arrêtes quelque chose, tu as d'autres personnes qui te sollicitent, avec qui tu travailles. Et du coup, tu fais évoluer ta situation. Ouais, les choses se font, en fait. Ouais. Dès que tu ouvres la porte, en fait, ça se fait. Après, pour ouvrir parfois une porte, il faut fermer une autre. Et c'est la vie, elle est faite comme ça. Maintenant, effectivement, il y a aussi des échecs, il y a des choses qui se passent pas comme tu as prévu. Mais il faut rebondir derrière. Et il y a des moments où tu te sens aussi pas bien. Solitude d'un entrepreneur qui n'a pas l'aboutissement qu'il a souhaité avoir au début est très dur, en fait. T'es dans ta bulle. Tu peux très rapidement t'enfoncer et te dire non, ça va pas, je suis pas bien. Mais... Est-ce que tu as déjà lancé un projet toute seule ou à chaque fois tu es associée? Oui, j'en ai lancé des projets aussi. Là, je peux te dire, j'ai plein de petits projets à moi. Ok. Voilà, j'ai aussi beaucoup d'associations. J'aime bien aussi l'intelligence collective. Pour moi, c'est important de m'accrocher à une idée et de me motiver à plusieurs. Et comme je suis quelqu'un qui donne beaucoup et je suis déjà assez présente aussi, je donne de mon temps pour des causes qui sont aussi collectives. Donc moi, toute seule, j'aimerais bien, j'ai plein d'idées, mais je fais aussi beaucoup de choses dans mon quotidien, en dehors de... Alors j'ai une question pour toi, si tu me permets, parce que c'est l'occasion aussi d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de s'associer, toi, de l'association d'ailleurs? Alors, je pense que j'ai essayé de réfléchir, j'ai une théorie sur le sujet, c'est que je pense que c'est très propre à l'individu en lui-même. C'est-à-dire que je crois pas qu'il y ait de vérité absolue, je crois pas qu'il faille s'associer ou pas s'associer, mais je pense que ça dépend de la personnalité. Et en l'occurrence, j'ai le sentiment, tu vois, en voyant Veneta, j'ai le sentiment qu'on on se ressemble sur pas mal de sujets, en tout cas sur le caractère. Et je pense que, tu vois, t'es un peu, peut-être moi encore plus. Moi, pour te répondre très concrètement, j'ai une personnalité où je ne me vois pas faire un projet seul. J'ai besoin d'être constamment entouré de personnes et j'évolue comme ça. Je m'en suis rendu compte tout simplement, tu vois, quand on parlait de l'Angleterre, là, encore récemment, ça a été encore une révélation, c'est que j'ai vécu tout seul parce que je suis arrivé en Angleterre, tu arrives tout seul, tu rencontres du monde, etc. Mais en fait, là où je pensais que j'allais avoir un tunnel de travail et être productif, ça a fait l'effet inverse. Je me suis rendu compte que démotivé, quoi. Je m'énergise au contact des gens. Ouais. Et donc, de fait, j'ai besoin d'être entouré et donc avoir des associés sur le projet. Parce que je travaille quand il y a des gens autour. C'est fou, hein, mais c'est bien de se connaître. Ouais, exactement. C'est une qualité de se connaître. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus... Ils sont bien meilleurs. Il y a des gens, je vois, ils ont besoin d'être tout seuls pendant 3-4 jours et ils bossent tout seuls. Bah moi, là où je vais être le meilleur, c'est quand je vais avoir un casque sur les oreilles. Alors parce que j'ai besoin d'avoir des gens, mais je veux pas les entendre. C'est fou. Non, hein. c'est vrai. Mais je veux des supporters. Voilà, je veux des supporters. C'est exactement ça. Mais c'est exactement c'est ça. Je crois que j'ai besoin d'avoir. Mais tu vois, par exemple, je vais courir tout seul 10 km. Je ferai systématiquement moins bien que si je cours et qu'il y a des gens qui me motivent tout le long. Bien sûr, ouais. Mais alors, c'est peut-être tout le monde. Mais moi, c'est encore la différence. Elle va être flagrante. Ouais, c'est sûr. flagrante. Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, tu vois, je fais du sport. Alors, bon, je n'ai parlé tout à l'heure, j'ai une maladie qui me permet d'avoir kiné illimité. Donc, du coup, je peux aller voir le kiné. Du coup, j'ai mon coaching sportif avec ma kiné toutes les semaines. On se voit 3 fois par semaine. Et sinon, je ne suis pas capable de le faire tout seul. Mais je pense que l'essentiel, peut-être pour revenir à la base de ta question, c'est pas de savoir si on doit ou pas s'associer, si c'est bien ou pas. Je pense que le plus important, c'est de se connaître soi-même et de faire ses choix en fonction de qui on est. Absolument. Donc, tu penses que toi, tu dois t'associer ou tu arrives à faire des projets seuls? Moi, tu vois, là, on parlait de triade du coup avec Veneta et Joris. Moi, c'est la première fois pour le coup que je m'associe. Ok. Parce que tu disais effectivement, voilà, c'est bien de se connaître. Ouais. Donc moi, je sais que voilà, tout seul, voilà, je sais ce que j'ai à faire. Ouais. Je le fais. Voilà, Veneta nous parlait de sa rigueur aussi. Ouais. Même si elle a besoin d'être avec du monde, je pense qu'on a tous, en tout cas, voilà, besoin d'avoir une certaine rigueur déjà à titre perso. Et après, moi, je suis pas contre évidemment l'association, la preuve. Ouais. Mais pas avec n'importe qui. Et typiquement, pour moi, la norme, en fait, c'est d'être seul. Enfin, en tout cas, seul. Comment dire ? Ta norme à toi, c'est de travailler seul. C'est en tout cas, voilà, de ça. Et l'exception, pour le coup, pour moi, ça serait l'association. Et alors, moi, j'ai après pas mal aussi de retours d'expérience d'investisseurs qui, pour le coup, généralement commencent seuls, puis s'associent, puis reviennent
un schéma où ils sont beaucoup plus maîtres en tout cas de leurs décisions. Bien sûr. Ouais. Donc après, encore une fois, Alors, il n'y a pas de... c'est intéressant ce que tu viens de dire. Moi, j'ai besoin de m'associer, mais j'ai besoin aussi d'être le leader. Ouais, c'est ça, de être l'équipe. moteur. Ouais, moi, c'était Tu pareil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, j'en suis conscient. C'est pour Mm. ça que les gens... Et en même temps, l'association, c'est très rare pour avoir rencontré plein d'entrepreneurs. Ça existe, hein, mais c'est très rare, surtout s'ils sont jeunes. C'est très rare de fitter dès le départ. Quand je dis jeune, c'est 20 ans. Moi, je me suis associé au départ avec des personnes pour investir. J'étais en école, donc il fallait que je puisse être finançable. J'avais plein d'idées, plein de projets, mais je ne pouvais pas les faire tout seul. C'est normal. Je pense que c'est la norme, tu vois, comme c'est la norme, pour reprendre tes termes, de se planter en association au départ. Et c'est l'exception de réussir, surtout quand tu es jeune. Je pense que vous arrivez plus à un âge où on a une maturité qui permet de comprendre aussi qui est qui. Et je pense qu'on a aussi prouvé plus de choses. Parce que quand on a 18-20 ans, on n'a pas encore prouvé grand-chose. Comme tu disais, on est à l'école, donc on comprend ce qu'on voit à peu près. Et les choses font que... On ne se rend pas compte, hein, mais des fois, 5-10 ans d'écart, ça fait toute la différence. Hein. Entre quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 30 ans, et la compréhension business est quand même nettement différente. Ouais. Et donc, du coup... Je pense qu'en effet, tu as quand même raison de le dire. Si la norme, c'est si vous avez une personnalité plutôt comme toi, tant mieux, parce que du coup, vous allez pouvoir construire votre fil tout seul, et peut-être qu'après, vous allez vouloir développer avec d'autres personnes. Si vous avez une personnalité plutôt comme la nôtre, a priori, en tout cas la mienne à minima, n'ayez pas peur, parce que vous allez vous planter d'associer au départ, c'est normal, et au fur et à mesure, ça se fait. Et même tout seul, on peut se planter, on a le droit de se planter. Enfin, on se plante aussi tout seul, sûr. Je te rassure. Mais quand tu es tout seul, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. L'enjeu, c'est de réussir à se dire que quand tu as une association, tu as tes responsabilités, et au pire, même si la responsabilité est l'ensemble de la personne, enfin incombe à la personne avec qui tu étais, tu as la responsabilité d'avoir choisi cette personne en associé. J'essaye de philosopher comme ça, de réfléchir comme ça. Mais être associé, c'est pire qu'être un couple, par exemple. Pour moi, en tout cas, tu as une pédagogie que tu dois avoir vis-à-vis des autres et toi-même, une discipline qui doit être encore plus élevée, une exigence vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de l'autre. Il faut aussi apprendre à respecter l'espace. Peut-être encore plus qu'en couple. Il faut vraiment tout noter au départ. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une confiance extrême, en fait. T'es associé avec quelqu'un, tu lui confies quelque part un bout de ta vie. Et comme tu dis, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est quasiment comme être en couple. C'est très rare que quand tu as 15 ans, tu te mets en couple et que tu restes toute ta vie avec quelqu'un. La plupart du temps, tu rencontres des gens, et puis c'est parce qu'au fur et à mesure, tu as eu plusieurs relations. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a plein de gens qui fit plein de gens, de moins en moins, mais il y a des personnes qui fit dès le départ et qui restent toute leur vie avec la même personne. Mais c'est parce que justement, tu rencontres des personnes qu'au fur et à mesure, tu sais exactement ce qui... Enfin, tu sais de plus en plus ce qui correspond à ce que tu veux. Je crois. Oui, t'as pas l'air d'accord? Si, non, mais c'est bien, tu vois, c'est bien de prendre du recul là-dessus, justement. Après, pour moi, il faut faire attention, voilà, sur notamment l'association aussi, parce que souvent, et nous, pour le coup, en tout cas, pour ma part, c'est le cas, je suis ravi, en tout cas, d'être associé avec Veneta et avec Joris, parce que on s'entend bien à la base. Donc, évidemment que notre colonne vertébrale, c'est notre vision des choses, les valeurs communes qu'on a. Mais pour moi, parce que quand tu parles de couple, il y a évidemment une connotation d'affection. Il faut peut-être faire attention à ça, justement, de ne pas ni se forcer, ni pour le coup faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Il y a un enjeu très important en association qu'on a moins en couple, parce que du coup, il y a cette partie sentimentale peut-être qui rentre en jeu. Déjà, juste peut-être aussi pour le sujet, je pense que là où il faut être vigilant aussi, c'est bien de s'associer avec des gens avec qui on s'entend bien, mais la complémentarité est essentielle. Moi, j'ai été associé avec ce que je voulais dire. C'est que pour moi, c'est pas le plus important, et même si on s'entend super bien, pour moi, c'est pas le plus important, et c'est peut-être même parfois un défaut. Tu vois, surtout au départ, tu vois, moi j'ai un très bon copain, un de mes meilleurs copains qui là monte une boîte. Alors, je me trompe peut-être, et j'espère qu'ils le prendront pas mal s'ils nous écoutent, mais ils ont une association et c'est normal. Ils ont 24 et 25 ans, ils montent leur boîte ensemble et ils se ressemblent. Ils sont quasiment pareils les deux. Mais je pense que c'est normal, quand tu as 20-25 ans, tu veux monter une boîte, tu t'entoures de... Enfin, déjà, tes potes te ressemblent, et du coup, tu travailles avec des gens qui te ressemblent. Et moi, je leur dis, les gars, attention, vous n'avez pas forcément de complémentarité. J'ai fait l'erreur. J'ai fait la même chose, c'est pour ça aussi que ça s'est terminé avec la boîte d'avant, c'est qu'on était tous les trois quasiment pareils. On avait les mêmes personnalités. On n'avait pas cette complémentarité. Là, vous l'avez dit vous-même. Bon, après, vous avez plus d'expérience de vie, etc., plus d'expérience professionnelle, personnelle. Mais vous avez dit, OK, moi, c'est le... architecture, maîtrise d'œuvre, travaux, moi c'est le financement et moi c'est la stratégie invest. Il y a une complémentarité et des personnalités aussi différentes. Aujourd'hui, moi mes associés, d'entrée, on s'est dit ok,
Amaury, de toute façon, tu veux être la tête de pont, t'es comme ça, t'as besoin d'être en avant, t'as besoin d'être sur la scène, ça te convient comme... Bon, bah très bien, comme ça. Toi, Et du coup, on a cette complémentarité qui fait que fonctionne. Ouais. Donc, il faut être vigilant à ça. Et juste pour terminer sur l'association, il faut aussi bien comprendre vers où on veut aller. Je vais donner une leçon que le président de Next City, j'ai pu prendre un café avec lui. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. On a pris un café ensemble et il m'a dit, mais vous savez, Amaury, vous avez plein de bonnes idées, mais l'association, de toute façon, de fait, elle est complexe. Puisque vous venez me voir, sur la partie entrepreneuriale, elle est presque plus facile. Ça paraît très contre-intuitif, mais elle est presque plus facile. Dis sur la partie immobilière, parce que c'est quand même l'enjeu, c'est l'immobilier, on parle de formation, etc. Ça peut être une solution de s'associer. Il me dit, voilà, vous venez me voir aujourd'hui. Il me dit Next City. En plus, bon, vous savez que c'est dans le tournant en ce moment. Il me dit Next City. Il me dit, vous savez, j'ai 1 500 000 actions Next City. Il me dit, vous seriez venu me voir en 2021, vous auriez voulu lancer votre projet, on aurait pu le faire ensemble. 50 € l'action Next City en 2021. Voilà la valeur. Vous faites les calculs sur le patrimoine qu'il avait. 75. Il me dit, vous savez combien elle vaut aujourd'hui l'action Next City ? Il dit, elle vaut 9 €. Il vaut 9 €. Il dit, donc on aurait travaillé ensemble en 2021, puis on aurait eu plein de bonnes idées. Mais en fait, les capacités financières que j'avais en 2021 sont aujourd'hui plus du tout les mêmes que celles que j'ai aujourd'hui. Et ça, on a du mal à le prendre, on a du mal à accepter, et c'est impossible, enfin c'est très difficile d'anticiper ces situations-là. Et c'est ce qui fait que des fois, les associations sont complexes aussi dans le temps, puisqu'il y a des enjeux économiques qu'on maîtrise pas toujours. Ouais, puisque tu disais en premier lieu, du coup, c'est que c'est pas une association, c'est pas une bande de potes, quoi. C'est pas parce qu'on est une bande de potes qu'on s'associe, quoi. C'est rien à voir. Non, il s'agit d'être complémentaires, et ensuite, voilà, effectivement, si on s'entend bien, tant mieux, quoi. On est pris par le temps. Ouais. J'ai 2 dernières questions pour terminer. Et moi, j'aime bien switcher. Alors, je sais pas dans quelle mesure vous vous connaissez bien, mais est-ce que Samir, tu peux nous donner, si tu l'as, la passion inavouable de Veneta ? Et Veneta, est-ce que tu peux nous donner la passion inavouable de Samir ? Alors, je vais vous donner des... Tu te souviens celle que tu avais dit la dernière fois ou pas ? Ah ouais. Ouais, je me souviens. D'ailleurs, j'ai longuement réfléchi derrière. Je me dis, j'aurais dû dire autre chose. T'avais dit quoi déjà ? C'était tout ce qui est soins, beauté, tout ça, des petits trucs de filles, quoi. T'en as une autre en tête aujourd'hui ? Oui, j'en ai plein. Ok. Est-ce que t'en as une déjà sur Veneta ou pas ? Ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui encore, j'en ai appris beaucoup sur Veneta. Donc, le problème, c'est qu'on... Alors, on peut switcher au départ chacun, enfin si vous en avez une l'un sur l'autre, un truc un peu particulier que fait l'autre, et puis après, si vous voulez donner la vôtre, c'est... Moi, je vais dire pour Samir quelque chose qui n'est pas un secret, hein, pour ceux qui te connaissent quand même un petit peu, le sport. Voilà, ok. sport. Très grand sportif ? Oui. Je faisais beaucoup de sport, de course à pied. Ah ouais ? Inavouable pour le coup. Non, Ouais, bah oui, ça pas va. inavouable, mais bon. Elle est gentille, hein ? Oui, ça va. Et quoi T'as fait quoi ? T'as fait des scores, genre 10 km semi ou... Ouais, du demi-fond. Ok. Alors 10 km, non, moi je suis plus sur du 800-1500 mètres. Ok. Et notamment sur cross-court, j'ai fait 10e français Ah ouais ? en 2017. Ouais. Ah ouais, Au ok. championnat de France. Ah oui, Ouais. t'es ok. Ok. Et après, voilà. C'est quoi, c'est Pierre-Ambroise Boss, le maître de la discipline ? Non, lui sur 800 mètres, ouais, il y a quelques années, ouais. Ok. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, mais... Ok. Bon, c'est le seul que je connais, alors je me suis permis de sortir. mais non, mais oui, champion du monde quand même, quoi. Ok. 800 mètres. Ok. Ouais. Et la passion inavouable de Veneta, alors ? Bon, c'est gentil, hein, va falloir que tu nous sortes un vrai truc tout à l'heure, hein, parce que... Non, mais dans la continuité, Veneta qui a eu 1000 vies, moi je vais avouer, j'ai une passion inavouable. Inavouable, pas du tout, mais j'aime bien jouer aux échecs. Ok. Et encore une fois, j'ai été surpris de voir que Veneta aussi sait jouer aux échecs, parce que voilà, tu parles d'un truc assez joué, quoi. Donc, C'est de faire. Voilà. Je lui ai posé la question une fois, elle m'a dit oui, je lui ai dit bah viens on joue pour voir, parce que Qui a gagné ? il y a joué, il y a savoir jouer et puis savoir jouer. Samir qui a gagné. Bah, Ouais, mais là, je me suis entraînée tu depuis m'as- et là, je l'attends. non mais voilà, une de plus pour Veneta. Ouais, Bah alors, mais c'est je quoi viens ta vraie passion inavouable, alors ? À laquelle t'as réfléchi ? Alors, j'aime beaucoup les échecs. Jouer aux échecs, non, mais en fait, j'en ai tellement. Tout me passionne. En fait, je suis une passionnée chronique. Ah bon ? Donc, non, oui, je sais pas. Il y a vraiment. J'aimerais devenir tellement de choses que la vie, elle serait pas assez Ouais, longue. c'est sûr, Ouais. il y a plein de choses à faire. Donc, non, mais moi, j'aime bien te dire des choses qui me détachent complètement de la vision que je me donne professionnelle dans l'immobilier. Hein, donc, c'est plus dans ça que je pars. Donc, moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est monter ma marque aussi de vêtements et d'accessoires. Ok. Tu vois, ça Ok. change. C'est pas une Toujours mauvaise idée. autour de- C'est pas une mauvaise Ouais. idée. Vu que tu Il y a- t'habilles. il y a des bases solides. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais Elle y dire. travaille. En tout cas, oui, faire un peu ce décalage complètement en dehors de mon métier si
si sérieux. Ok. Et la tienne, du coup? Puisqu'on peut pas. Waouh, Tu vois, je waouh. vais avoir du mal à la donner. C'est la première fois qu'on me le demande. Mais alors, là. je veux bien vous en donner une. Si, moi, j'en ai plein. Mais moi, J'ai le temps de réfléchir. Hein, ouais, pour le coup. oui, mais en fait, le truc, c'est que je l'avais dit une fois et on m'a fait chier derrière. Donc, mais bon, je vais la dire parce que tu me la demandes. Donc, moi, j'ai un truc que je fais qui est justement inavouable. Mais je fais moins en ce moment, bizarrement. Mais à une époque, j'avoue que j'aimais bien sentir mes chaussettes. Donc, quand je les retirais, je sentais mes chaussettes. Donc ça c'est un truc un truc tu vois, c'est un vrai truc. Quoi, pour savoir si tu peux les remettre Ouais, je sais pas, j'aime bien l'odeur, c'est pas de précision. Ok, bah tu joues le jeu. Voilà, je joue le jeu. Tu me poses la question, je te réponds. Okay. Ouais, ça donne le ton pour les prochaines. Je vous aurais bien demandé s'il y a une question que j'ai abordée qu'on n'a pas traitée, mais ça sera pour la prochaine fois parce que c'était un plaisir de vous recevoir. Je serais curieux de savoir comment va évoluer votre formation, comment vous allez accompagner les gens, ce que ça va donner. Donc peut-être qu'on se donnera rendez-vous dans 1 ou 2 ans et on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Mais merci d'être venu en tout cas, c'était cool d'échanger avec vous. Je vous laisse la conclusion, l'un de vous deux. Est-ce que vous avez un mot de la fin, une phrase? Tiens, je vais te laisser la main parce que tu nous as donné la phrase. Tu nous as dit que toi, la phrase qui te drivait, c'était les olives. Peut-être aussi celle de Nelson Mandela, je pense. C'est quoi une phrase qui te motive selon toi Écoute, je vais aller dans le sens de notre association avec Veneta et avec Joris. Faites et faisons, parce que je pense que les conclusions, il faut se les donner à soi-même d'abord. Faisons les choses d'abord par passion. On parle beaucoup de business. Je pense que les business sont beaucoup plus florissants et beaucoup plus sains aussi quand l'argent est une conséquence d'un travail qu'on fait par passion au départ. Et donc, voilà, gardons cette passion et essayons de continuer dans ce sens-là. Merci. Et merci à toi d'ailleurs, parce que je pense que d'ailleurs tu fais ça par passion. Donc, moi, je kiffe. Merci à toi pour ça. Merci. Merci. À bientôt. Yes. Salut.